Bonjour. Ce matin, ma collègue Linda et moi, nous allons vous parler de différents dossiers qui intéressent bien sûr l'actualité, mais moi, je voudrais vous parler particulièrement du voyage du premier ministre Legault à Washington. C'est bien qu'il y soit, c'est important, mais à mon avis, c'est trop peu, trop tard. Il n'est pas allé depuis 5 ans. C'est tout vous dire. Il aurait dû, à mon avis, multiplier les rencontres, le dialogue avec ses homologues, les élus, notamment les élus des États avec lesquels le Québec fait particulièrement des affaires. Ça m'apparaît particulièrement important parce que je demeure convaincu que si le président Trump change à un moment donné d'avis, ça va venir de l'intérieur, ça va venir entre autres des Américains, des élus qui vont faire de la pression sur lui puis qui vont lui démontrer l'impact que ça a également aux États-Unis. Donc, très important, il doit exercer comme premier ministre son leadership. Puis oui, nos diplomates québécois font un travail exemplaire. Sauf qu'à un moment donné, quand ça compte, quand on vit des situations plus difficiles, il faut que le premier ministre s'en mêle. Et là, il est grandement temps qu'il agisse, mais qu'il multiplie les efforts. Et, évidemment, il ne peut pas juste aller à Washington puis revenir. Là. Pour moi, c'est un continuum. Donc, il commence aujourd'hui, mais il faut qu'il continue parce qu'évidemment, le Québec en a besoin. Parce que vous le savez comme moi, la situation actuelle crée de l'incertitude, c'est peu dire. Puis je peux comprendre les travailleurs puis les travailleuses québécois qui sont inquiets de la situation. Je comprends ce qu'ils vivent. Alors, M. Legault, on va voir ce qu'il va ramener, mais il doit continuer, il doit marteler, exercer son leadership pour avoir plus d'échanges, entre autres avec les élus américains. Je cède maintenant la parole à ma collègue Linda. Je vous remercie. Bonjour. Alors, aujourd'hui, encore une fois, je veux tirer la sonnette d'alarme au sujet des fermetures de RPA et des grandes difficultés des ressources intermédiaires. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, j'avais déposé un mandat d'initiative pour demander qu'on se penche sur la question des fermetures de RPA, qu'on regarde avec les gens du terrain quelles étaient les causes des fermetures de RPA. La CAQ a refusé. Aujourd'hui, on voit que 1400 places ont été perdues dans la dernière année. En s'ajoutant à celles de l'année précédente, c'est près de 4000 places qui ont été perdues en RPA. Et même si on aide les gens à retrouver un autre lieu de vie, ce n'est pas évident. Les gens sont obligés souvent de sortir de leur région. Et pour des personnes âgées qui se croyaient installées pour le reste de leur jour dans un milieu où ils connaissent les gens, d'être obligés de déménager comme ça et parfois avec peu d'avis, c'est très, très dramatique pour elles et des conséquences sur leur santé mentale s'en suivent aussi. Et pour ce qui est des ressources intermédiaires, on l'a vu dans l'article qui a été publié aujourd'hui, c'est le point de rupture. Les ressources sont chancelantes parce que elles sont régies par une entente qui date de 2020, qui prend fin le 31 mars 2025, mais les négociations doivent commencer en avril seulement. Et il y a 1 an, ces ressources-là avaient demandé une aide d'urgence avant le budget, aide qui n'a pas été accordée. Et là, on voit des ressources intermédiaires qui commencent à fermer. Alors, c'est encore des difficultés, oui, pour les personnes âgées, parce que environ 60% des résidents des ressources intermédiaires sont des personnes âgées en perte d'autonomie, mais 40% sont des personnes qui ont une déficience physique, une déficience mentale, même des problèmes de toxicomanie. Alors, on est en train d'abandonner ces personnes-là et c'est vraiment très, très, très préoccupant. Est-ce que le Parti libéral a traité injustement Denis Coderre? Moi, je trouve que le Parti libéral du Québec avait des règles, en fait, avait des règles pour la course. Et puis, je fais confiance au comité électoral qui a rendu sa décision en suivant les règles. Et je pense qu'on va tout de même avoir une très belle course parce qu'on a d'excellents candidats et on a hâte au débat. C'est un bon moment pour le parti. Et vous n'avez pas peur qu'ils vous poursuivent? Je ne vais pas présumer de ces choses-là, alors je n'ai pas de commentaires. À l'effort hier, il a dit qu'il avait été dégoûté, il a dit que c'était que l'idée était pipée d'avance.
Le comité électoral a rendu sa décision. Je respecte le comité électoral et puis son processus, alors j'ai pas d'autres commentaires. C'est M. Coderre qui dit des choses qui sont fausses, ou du moins non fondées. Je n'ai pas d'autres commentaires sur ça. S'il se présente dans Bellechasse, parce que c'est pas clair dans son message, là. Il abandonne la course à la direction, mais il dit pas si... En amont, il avait dit « je me présente, non, peu importe ». Là, s'il se présente dans Bellechasse, qu'est-ce que ça va faire pour l'équipe? C'est hypothétique, je vais pas me prononcer sur ça. J'ai pas de commentaires d'autres sur ça. Mais Mme Caron, en tant qu'ancienne présidente du parti, vous ne sentez pas un devoir de vous porter à la défense là, des instances du Parti libéral qui sont attaquées ce matin? J'ai dit que je respectais le comité électoral et la décision du comité électoral, c'est tout. M. Morin, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est trop peu, trop tard dans le cas de M. Legault à Washington? Ben, écoutez, quand on est un premier ministre du Québec puis qu'on veut exercer un leadership et qu'on a un réseau de diplomatie québécoise aussi efficace que le nôtre, bien, je pense qu'un premier ministre doit appuyer ce réseau-là puis doit évidemment voyager à l'étranger pour être capable de faire connaître le Québec, de dire au monde ce que le Québec a de bon. Et ça se fait par des voyages ciblés. Et ce que je constate, c'est qu'aux États-Unis, notre principal partenaire commercial, il ne l'a pas fait. Alors, c'est pour ça que je vous disais, c'est trop peu, trop tard. M. Trump vient d'arriver en poste. Là. Il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier. On est en février. Je comprends mal l'idée du trop peu, trop tard dans le contexte. Il ne pouvait pas aller faire des représentations contre les tarifs alors que c'était M. Biden qui était en poste. Ah oui, mais je ne vous parle pas uniquement des revendications sur les tarifs. Je pense que quand on parle à nos homologues, on est capable de bâtir une relation de confiance, on est capable de parler, donc d'arriver à des résultats. Et quand il y a des situations plus compliquées, plus troublantes, comme celles que l'on vit, auxquelles vous faites référence avec l'arrivée de M. Trump, bien là, on est mieux placé pour dialoguer avec les homologues. Il ne l'a pas fait. Alors là, il est en mode rattrapage. Moi, c'est comme ça que je le décris. Puis, je vous dirais également, M. Legault aime beaucoup se comparer à l'Ontario. Bien, raison de plus. Là, il devrait suivre l'exemple, à mon avis, de M. Ford, qui, lui, exerce un leadership, puis qui est allé et qui continue de le faire, puis qui parle à plusieurs élus américains. Alors, c'est dans ce sens-là. Mais là, ça donne rien. Ce qu'il fait, ça donne rien, selon vous. Quand vous dites trop peu, trop tard, est-ce que ça donne rien, ce qu'il fait? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit également qu'il était à Washington et que c'était bien comme ça. Je dis trop peu, trop tard parce qu'il aurait dû commencer avant. Et là, il ne serait pas dans une situation que je qualifie de situation de rattrapage. Puis là, bien, on verra, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, là, pour M. Legault, pour moi, là, ce que je lui dis, c'est que ça doit être un début, c'est pas la fin. Puis là, bien, j'espère qu'il va continuer ses rencontres avec ses homologues pour être capable de leur démontrer que les décisions du président Trump ont un impact sur le Québec, sur le Canada, mais ils vont avoir un impact aussi aux États-Unis. Puis M. Legault doit aussi exercer un leadership au sein de la Fédération canadienne. Parce que vous parlez de rattrapage, c'est pas plus une réaction. Je ne veux pas 100% vous contredire, M. Morin, mais tu sais, c'était des élus démocrates quand même là, auparavant, puis ça coule, là, ça fuite là, de Washington, comme quoi Donald Trump n'écoute pas ses homologues quand il leur dit que les tarifs ou ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas une bonne chose, là, ces tarifs de 25 Pensez pas que c'était important que M. Legault, que ça aurait servi peut-être à rien, parce que Donald Trump, il n'écoute que lui-même. Là, auparavant, il est allé avant. Là. C'est vrai que c'est pas tout à fait facile de comprendre comment réagit sur la scène internationale le président américain présentement. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, on voit ça jour après jour. Mais il en demeure pour moi, mon point est le suivant. Quand on est premier ministre, puis qu'on a évidemment à faire la promotion de la nation québécoise, bien, quand on le fait sur une base continue, quand il y a des moments difficiles, ça devient beaucoup plus facile de parler aux gens. Les gens vous connaissent, puis c'est aussi une question de confiance. Moi, ce que je vous dis, c'est que M. Legault, ça, il ne l'a pas fait. Alors, c'est pour ça que moi, je disais qu'il est en mode rattrapage. Là, il faut qu'il se rattrape. Puis, ce que je dis, c'est qu'il doit continuer à le faire. Ça m'apparaît important pour défendre les intérêts du Québec. Je sais que vous n'étiez pas là hier lors de l'étude du projet de loi sur l'énergie, mais bon, c'est vous qui êtes là ce matin. J'imagine que vous allez discuter avec vos collègues. C'est quoi la stratégie du Parti libéral que de déposer des motions pour réentendre des gens puis finalement retarder l'étude du projet de loi, alors que vous aviez vous-même critiqué le retard de l'étude du projet de loi 69? Je vais vous répondre de la façon suivante. Quand on est en commission parlementaire, on fait une liste de groupes, d'associations, de gens qu'on veut entendre pour nous éclairer.
On envoie ça au gouvernement, il y a des échanges, le gouvernement en accepte, le gouvernement refuse. Si on pense qu'il y a des gens qui sont vraiment importants, qui auraient dû être entendus, bien, c'est comme ça qu'on présente par la suite des motions préliminaires pour les faire entendre. Ce que j'ai déjà fait dans différents projets de loi. Demander de parler avec Michael Sabia, qui a déjà été présent lors des consultations particulières de l'étude du projet de loi. Oui. Bien, Mais écoutez, lui, il a été entendu. oui, bien, écoutez, mon collègue qui s'occupe de ce projet de loi-là en commission parlementaire a sûrement d'excellentes raisons pour leur demander. Puis vous comprendrez que toute la question de l'énergie, présentement, c'est important. Puis M. Sabia, au Québec, joue un rôle fondamental là-dedans. Donc, je pense que c'est important. Plus on va l'entendre, mieux ça va être. How often, in your opinion, should a Quebec premier go to Washington? Well, that's a good question. I would say as much as possible in order to defend the Quebec interest in the United States. So I don't have a specific number in mind, but I mean, when it's necessary, and I would say also that in relation to meetings with his counterpart, I would say that it should be on a regular basis. I mean, he should talk to the governors of the states where Quebec has economic relation with them. In your opinion, should he be prioritizing meetings with Republicans as opposed to Democrats, or should he be taking any meeting that he can? I think that he should prioritize Republican and Democrats, both of them. I mean, in my opinion, you have to look and you have to do an assessment of where Quebec export more, what are our best partners economically wise, and then he should meet with them first as a priority to explain what the consequences will be if there is tariff that will be imposed and how much. That's very important for me, and that should be his priority. Merci. Je vous en prie. Merci.